9h40, 3 mars 1991. Après un bref trajet de 17 minutes au départ de Denver, le vol 585 de United Airlines entame son approche finale vers Colorado Springs. La météo semble idéale, mais le danger guette. Il fait beau et pourtant ça secoue. Bizarre. Le vol a traversé quelques turbulences et le service météo annonce des rafales violentes au-dessus de Colorado Springs. Colorado Springs, c'est le mal de l'air assuré. L'homme aux commandes s'appelle Harold Green. À 52 ans, il compte 20 ans d'ancienneté et sa réputation est excellente. Son officier pilote de ligne, son OPL, s'appelle Patricia Hudson. À 42 ans, elle est une des premières femmes à occuper ce poste chez United Airlines. PNC, préparez l'atterrissage. À l'aéroport municipal de Colorado Springs, le contrôleur aérien James Rayfield s'apprête à faire atterrir le vol 585. United 585, voyez-vous l'aéroport? Vu. Oui, Affirmatif, United 585. sur le train. United 585, autorisé pour une approche visuelle pour la piste 35. Conditions météo, vent du 320 à 16 nœuds, rafale à 29. En décélérant, le vol 585 devient plus vulnérable aux turbulences. Et Patricia Hudson veut savoir comment s'est passé l'atterrissage des avions précédents. Y a-t-il eu des rapports relatifs à du cisaillement de vent? Affirmatif. À 500 pieds, perte de 50 nœuds. À 400 pieds, gain de 50 nœuds. Et à 150 pieds, gain de 20 nœuds. En route pour l'aventure, merci. Entamons la descente. À moins de 3 km de l'aéroport, Arnold Darnell, un policier en retraite, se rend à un marché aux puces. 1000 mètres plus haut, l'équipage s'efforce de maintenir une vitesse constante lors de la descente. Variation de 10 nœuds. Ouais, je sais. Il faut un max de puissance pour maintenir la vitesse R. Tandis que le vol 585 approche de la piste, Harold Darnell sent quelque chose de bizarre. Oh, qu'est-ce qui se passe? Venu de nulle part, une violente rafale secoue son véhicule, manquant de le faire sortir de la route. Gain de 10 nœuds. Voler à 30. Depuis la tour de contrôle, James Rayfield observe l'approche finale du vol 585. Plus l'avion descend, plus le vol est chaotique. Waouh! 1000 pieds. Puis subitement, le 737 devient incontrôlable. Voler à 15. 15! Oh non! C'est pas vrai. Crash! Crash! Les secours sont sur place en quelques minutes, mais il ne reste quasiment plus rien du 737. Les débris tordus de l'avion de 38 tonnes gisent dans un cratère noirci par les flammes. L'avion n'a pas glissé ou rebondi comme lors d'un atterrissage. Il est tombé. Le nez en premier, il s'est planté là. Je suis arrivée et j'ai vu tout ça. C'était horrible. Il n'y a aucun survivant.
Les 20 passagers et les 5 membres d'équipage sont morts sur le coup, victimes de l'impact et de l'explosion du carburant. En 10 secondes, Colorado Springs est devenu le théâtre d'un des accidents les plus mystérieux de l'histoire de l'aviation. À la nuit tombée, les enquêteurs du NTSB, l'homologue américain du Bureau d'enquête et d'analyse, arrivent sur les lieux. Surnommés les ferrailleurs, ces enquêteurs travaillent sur plus de 2000 accidents d'avion chaque année, passant au peigne fin les morceaux de métal qui restent d'un appareil. Tandis que les légistes signalent en rouge les emplacements des fragments de cadavres, les hommes du NTSB repèrent les fragments de métal en jaune. Ils cherchent les indices qui vont leur permettre de résoudre le mystère du vol 585. Travailler sur une catastrophe de ce genre est aussi difficile qu'enquêter sur une tuerie. Au sein de l'équipe du NTSB, Malcolm Brenner, spécialiste du facteur humain, doit déterminer si l'accident a été provoqué par une erreur de pilotage. Le périmètre était surveillé par la police et il y avait un camion de l'armée du salut. J'y ai pris une tasse de café ou de chocolat chaud. J'ai remercié les bénévoles, mais ils m'ont répondu « Non, merci à vous », d'un air de dire « Bon sang, qu'est-ce qu'il va devoir supporter ?» Les indices susceptibles de révéler ce qui est arrivé au vol 585 se cachent dans un cratère calciné. Le fuselage est en accordéon et le reste de l'avion est en miettes, avec des débris répartis sur une zone équivalente à un terrain de football. Il y avait de gros dégâts dus à l'incendie et tout se trouvait dans un périmètre relativement réduit. J'ai donc pensé que l'avion était intact avant l'impact. En cas d'explosion en altitude ou si une partie de l'avion a été arrachée, le périmètre est bien plus vaste. D'entrée de jeu, je me suis dit que ça allait prendre du temps, car les fragments étaient brûlés et abîmés. Et dans ces cas-là, l'enquête est toujours plus longue. Les membres du NTSB ne se doutent alors pas que la tragédie du vol 585 va donner lieu à la plus longue enquête de l'histoire de l'aviation. Volez à 15 ! 15 ! À la fin de l'hiver 1991, à Colorado Springs, le vol 585 de United Airlines est tombé comme une pierre en seulement 10 petites secondes à la vitesse de 370 km/h. Les 20 passagers et les 5 membres d'équipage n'avaient aucune chance d'en réchapper. Le NTSB entame une enquête qui s'annonce difficile. Les moteurs, les indicateurs de pression hydraulique, l'enregistreur phonique et l'enregistreur de paramètres sont soigneusement récupérés, photographiés et expédiés au laboratoire pour y être analysés. Première étape de l'enquête, l'écoute de l'enregistreur phonique. Une erreur de pilotage étant à l'origine de 70% des drames aériens, Malcolm Brenner étudie le comportement de Patricia Higdson et de Harold Green. À l'époque, cet équipage était un des plus impressionnants sur lequel j'avais eu à enquêter. Pour détendre l'atmosphère, le commandant a dit avec humour « Colorado Springs, c'est le mal de l'air assuré. » L'OPL a suggéré d'augmenter la vitesse pour garder une marge de sécurité. Le commandant a accepté. L'entente était bonne. Vu? Oui. Affirmatif, United 585. Sur le train.
On avait la sensation de voir un équipage excellent pris par surprise. Donc à première vue, je penchais plutôt pour un problème d'origine matérielle. Plus l'enquête avance, plus on soupçonne un incident mécanique. Quelques instants avant l'impact, l'avion s'est mis sur le dos avant de partir dans une vrille incontrôlable. Les enquêteurs se demandent si ce mouvement brusque peut avoir été provoqué par la perte d'un moteur ou d'une aile. Au vu de l'épave, il apparaît que l'avion était intact lorsqu'il s'est écrasé. Mais les enquêteurs ignorent si les moteurs fonctionnaient au moment de l'impact. En examinant les turbines, les techniciens constatent que de la terre s'est infiltrée dans les moindres recoins, signe que les aubes tournaient et aspiraient bien de l'air au moment de l'accident. Les moteurs fonctionnaient donc, mais étaient-ils en régime normal? Les indicateurs de pression hydraulique ont été endommagés. Le verre qui les recouvrait est cassé et les aiguilles du cadran ont été arrachées par la puissance de l'impact. Les enquêteurs en tirent néanmoins certains éléments d'information. Volet à 15! 15! Un examen minutieux permet de repérer une trace significative. Au moment de l'impact, l'aiguille de l'indicateur a laissé une rayure. C'est la preuve que lorsque le 737 s'est écrasé, ses moteurs fonctionnaient normalement. La thèse de la panne moteur étant écartée, il ne peut y avoir qu'une seule autre explication mécanique à l'accident du vol 585. Il paraît de plus en plus probable que l'avion a été victime d'une panne des commandes de vol. Et très vite, les soupçons se portent sur la gouverne de direction située à l'arrière de la queue. Après avoir éliminé d'autres commandes de vol susceptibles d'avoir provoqué le roulis, nous nous sommes concentrés sur la gouverne de direction. Déterrez-moi ça. L'examen de cet élément commence sur le lieu même de l'accident. Mais la violence de l'impact rend la tâche des enquêteurs extrêmement difficile. Dans l'ensemble, les pièces de l'avion sont carbonisées ou trop abîmées pour être analysées. Mais un composant vital est encore exploitable, le bloc de commande. Utilisé pendant tout le vol, mais surtout lors des atterrissages, ce bloc est un peu l'équivalent de la direction assistée d'une voiture. Lorsque le pilote appuie sur la pédale de la gouverne, le bloc, grâce à un circuit hydraulique, convertit la légère action exercée par le pied en une pression suffisante pour actionner l'énorme gouverne de direction. Et le cœur du bloc de commande s'appelle la servovalve. En forme de canette de boisson gazeuse, elle est composée de deux pièces qui coulissent l'une dans l'autre pour orienter l'écoulement du liquide hydraulique sous pression qui actionne la gouverne. Cette servovalve est vraiment unique, dans la mesure où il s'agit en fait de deux éléments en un, ce qui crée tout un tas d'interactions qui ne se produisent pas dans une pièce hydraulique plus classique. Lorsqu'un des techniciens ouvre le bloc de commande, il trouve des particules métalliques en suspension dans le liquide hydraulique, ce qui est anormal. Ces particules ont très bien pu gripper la servovalve, rendant impossible l'usage de la gouverne de direction. Les enquêteurs sont perplexes. Ces particules sont-elles responsables de la chute d'un avion de 38 tonnes ? Difficile à dire pour Greg Phillips. En effet, le bloc de commande et la servovalve sont tous les deux en mauvais état. Certaines parties de l'avion étaient vraiment endommagées et carbonisées, et les composants des commandes de vol qu'on devait examiner étaient très abîmés. Et plus une pièce a souffert, plus il est difficile de faire des mesures et de tester son fonctionnement. Pour faire analyser le peu dont il dispose,
Greg Phillips se rend en Californie au laboratoire de Parker Hannifin, le fabricant de la commande de direction. Il s'avère que les curieuses particules métalliques en suspension dans le bloc de commande ne peuvent pas être à l'origine d'un dysfonctionnement. Les spécialistes expliquent à Greg Phillips que des filtres les maintiennent à l'extérieur de la servo-valve. Et on ne découvre rien d'autre susceptible d'expliquer un mouvement intempestif de la gouverne. Aucun élément irréfutable nous permettait d'affirmer que le bloc, la servo-valve ou un quelconque élément du système de vol avait provoqué le crash. Greg Phillips se penche toujours pour un problème mécanique. Mais en l'absence de preuves incriminant le bloc de commande ou la servo-valve, il doit avaliser les essais. C'est concluant. Les enquêteurs se concentrent alors sur le facteur météo. Greg Salotolo, un spécialiste des crashs liés au phénomène météo, tente de déterminer si la violence du vent a pu jouer un rôle. De nombreux accidents ont été attribués à des ondes orographiques. En 1966, par exemple, un 707 de la BOAC s'est désintégré près du mont Fuji suite à ce phénomène. Les vents d'altitude qui frappent les sommets montagneux provoquent ce qu'on appelle des ondes orographiques sur le versant non exposé au vent. Des courants descendants invisibles et très violents, extrêmement dangereux pour les avions. Nous avons trouvé énormément d'indices en analysant les vents en surface et en altitude et en interrogeant des témoins indiquant que ça avait pu être le cas. Greg Salotolo recueille plusieurs témoignages décrivant le temps bizarre qui régnait en montagne le jour de l'accident. Le plus frappant est celui d'Harold Darnell. Oh, qu'est-ce qui se passe? Son 4x4 a été secoué par une rafale violente quelques instants seulement avant que le vol 585 ne s'écrase. Mais à mesure qu'il examine les indices, Greg Salotolo se dit que la théorie des ondes orographiques est de moins en moins envisageable. Il fait beau et pourtant ça secoue. Bizarre. Les ondes orographiques sont des zones où la pression barométrique est extrêmement faible. Si le vol 585 en avait traversé une, l'altimètre aurait dû marquer un pic, l'avion gagnant brutalement de l'altitude. Rien n'indiquait ça dans l'enregistreur de paramètres du vol 585. L'altimètre indiquait au contraire une baisse rapide et continue. L'enquête sur l'accident du vol United Airlines 585 dure depuis désormais 21 mois. Pendant tout ce temps, le NTSB s'est concentré successivement sur l'équipage, la météo, la gouverne de direction ainsi que des milliers d'autres indices. Mais ils n'ont toujours aucune piste fiable. Pour la 4e fois seulement de son histoire, le NTSB publie donc un rapport ne contenant aucune conclusion. La cause de l'accident du vol 585 reste indéterminée. On avait consacré beaucoup de temps et d'efforts à cette enquête, mais on n'était pas certain de ce qui s'était passé. C'était comme s'il poursuivait un tueur en série. Il était mécontent de ne pas avoir élucidé le mystère et ne voulait pas que ça se reproduise. Pourtant, près de 2 ans après la publication du rapport, le coupable frappe à nouveau. À 19h, par une belle journée sans vent, le vol USR 427 approche de Pittsburgh. Le commandant Peter Germano et l'OPL Chuck Emmett préparent l'approche finale. Mesdames et messieurs, nous devrions être au sol dans une dizaine de minutes. Il y a du soleil et un peu de brume. PNC, merci de préparer l'atterrissage et de vérifier la sécurité et les ceintures. USR 309, descendez et maintenez à 6000 pieds.
Lors de leur approche, les pilotes suivent des yeux un autre appareil situé une dizaine de kilomètres devant eux. Surveillance du trafic. Virage au 100. USR 427. Je vois le flux d'éjection. Alors qu'il traverse les turbulences de sillage provoquées par l'avion précédent, le vol 427 bascule violemment sur sa gauche. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Bon sang! Aucune des manœuvres des pilotes ne semble avoir un effet quelconque. C'est quoi ce bazar? C'est pas vrai! Bon sang! « 427, Mayday !» Bon sang! Oh non! Non! Les secours arrivent rapidement sur les lieux. Mais le sort des passagers et de l'équipage ne fait hélas aucun doute. Il n'y a aucun survivant parmi les 132 personnes qui se trouvaient à bord. La tragédie est telle que les autorités déclarent le lieu de l'accident zone contaminée. Ça a été le premier crash aux États-Unis pour lequel on a dû porter des combinaisons de protection. Ça a compliqué le travail, car elles étaient inconfortables et étouffantes. Et aujourd'hui encore, quand j'enfile une paire de gants en caoutchouc, je me retrouve instantanément transporté à Pittsburgh. On demande à John Cox, pilote de 737 et spécialiste des systèmes de vol de l'ALPA, l'association des pilotes de ligne, d'intégrer l'équipe d'enquêteurs. Tandis que les légistes identifient les fragments de cadavres, le responsable de l'enquête, Tom Hauter, se rend compte que la recherche d'indices s'annonce longue et laborieuse. Quand on est arrivé, il n'y avait pas d'avion. Seulement des morceaux d'appareil. On pouvait difficilement reconnaître qu'il s'agissait d'un avion. Grâce aux témoins oculaires et aux données fournies par l'enregistreur de paramètres et l'enregistreur phonique, les enquêteurs remarquent très rapidement des similitudes frappantes entre les accidents des vols 585 et 427. En fait, les deux trajectoires sont exactement symétriques. Lors de l'approche finale, l'avion de United Airlines bascule sur la droite, celui d'USR sur la gauche. On se retourne! Tiens bon, tiens bon! Les deux équipages sont pris par surprise et au bout de quelques secondes d'horreur, les deux avions s'abattent en piqué sur le sol. L'équipe connaissait l'accident du vol 585 et on a tous essayé de garder ça dans un coin de notre tête en analysant celui du vol 427. Au fil de l'enquête, la liste des points communs s'allonge. Les moteurs du vol 427 étaient eux aussi encore fixés aux ailes et fonctionnaient au moment de l'impact. Mais malgré toutes ces similitudes, il existe une différence de taille. Contrairement au vol 585, le vol 427, lors de son approche vers Pittsburgh, bénéficiait de conditions météo parfaitement calmes. Mesdames et messieurs, nous devrions être au sol dans une dizaine de minutes. Il y a du soleil et un peu de brume. En analysant les données de l'enregistreur de paramètres, on a vu que l'avion s'est approché de Pittsburgh par une soirée très calme. Il n'y avait pas la moindre turbulence. Les pilotes étaient détendus et ils discutaient de l'atterrissage. PNC, merci de préparer l'atterrissage et de vérifier la sécurité et les ceintures. Comme dans le dossier United Airlines 585, à Pittsburgh, Greg Phillips chapeaute le volet technique de l'enquête. Presque aussitôt, il fait une découverte prometteuse. Comme par miracle, une bonne partie de l'empennage arrière de l'avion est intacte. Les pièces hydrauliques qui s'y trouvent n'ont subi que des dégâts mineurs.
Phillips et Hauter les envoient au fabricant Parker-Hannifin pour procéder à des essais dans les plus brefs délais. Les deux hommes ont besoin de réponses car la pression sur le NTSB pour élucider le mystère de cet accident monte rapidement. Parmi les similitudes inquiétantes entre les deux accidents, une et non des moindres veut qu'il s'agisse du même type d'avion, un Boeing 737. La fiabilité de cet avion étant remise en cause, ce sont des milliards d'euros, voire l'industrie du transport aérien tout entière qui est en jeu. En tant qu'enquêteur, on ne pouvait pas accepter que deux accidents de 737 demeurent sans réponse. Cet avion était bien trop utilisé et transportait trop de gens chaque jour. Indéterminé n'était pas une réponse acceptable. Si le vol 427 devenait aussi un accident à la cause indéterminée, il y avait de grandes chances, en cas d'un troisième accident dans des circonstances similaires, que toute la flotte de 737 soit clouée au sol. Attention, c'est fragile. L'enquête sur l'accident du vol 427 est une des plus importantes de l'histoire du NTSB et sûrement une des plus difficiles. Il faudra en effet attendre des années avant d'avoir une réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'en seulement 3 ans, 2 Boeing 737 se sont écrasés aux États-Unis, provoquant à chaque fois la mort de tous ceux qui étaient à leur bord. Dans les deux cas, les avions étaient sur le point de se poser. Dans les deux cas, ils étaient à pleine puissance et les pilotes n'ont pas réussi à reprendre le contrôle. Dans le cas du vol 585, les enquêteurs du NTSB ont été incapables de déterminer la cause de l'accident. Dans le cas du vol 427, ils cherchent toujours fiévreusement des indices. En tant que responsable de l'enquête, je ne me suis jamais permis de croire que cette affaire pourrait rester indéterminée. On a continué sans relâche, tant qu'on a eu des pistes à explorer. Pour débusquer le coupable, le NTSB n'exclut aucune hypothèse. De la collision avec un oiseau à des théories plus étranges, pour ne pas dire farfelues. Ils ont envisagé une interférence électromagnétique. Des gens ont appelé pour dire que c'était des rayons de la mort russe. Bref, tout. Des témoins ont affirmé que l'avion était descendu en stationnaire avant d'exploser, une hypothèse qu'on a rejetée. Le suspect numéro 1 reste la servovalve, l'élément du bloc de commande qui actionne la gouverne de direction du 737. Une pièce déjà soupçonnée lors de l'accident du vol United Airlines 585. Dans le laboratoire californien du fabricant Parker-Hannifin, des spécialistes examinent le réservoir principal du bloc de commande du Boeing du SR. Comme précédemment, ils y trouvent des particules métalliques en suspension dans le liquide hydraulique. Mais Parker-Hannifin et Boeing restent sur leur position. Les filtres conçus pour empêcher que des débris ne perturbent le coulissement des pièces métalliques ont rempli leur office. Greg Phillips veut en avoir le cœur net. Si ces particules ont bloqué le coulissement, elles ont dû laisser des éraflures minuscules sur le métal. Or, il n'y en a aucune. Encore concluant. Bon. Greg Phillips demande aux techniciens de procéder à tous les tests possibles sur la servovalve du vol 427. S'il parvient à trouver une anomalie, cela pourrait enfin lui permettre d'expliquer pourquoi 2 avions se sont écrasés. Mais c'est à nouveau une déconvenue. Tous les tests de fonctionnement ont été concluants. Rien n'indiquait la moindre anomalie et la pièce fonctionnait selon les paramètres attendus. Les enquêteurs décident donc de s'intéresser à nouveau aux pilotes. Grâce à l'enregistreur de paramètres, ils savent que la gouverne de direction était orientée au maximum d'un côté. C'est ce qu'on appelle un braquage en butée. Nous nous sommes concentrés sur le braquage en butée de la gouverne. La gouverne a été orientée à fond pendant 20 secondes.
Ça peut provenir d'un comportement inconnu du matériel ou de l'action du pilote. L'OPL Chuck Emmett a effectivement appuyé fortement sur la pédale de la gouverne et a maintenu la pédale enfoncée alors que l'avion plongeait. Aurait-il volontairement précipité le 737 vers le sol? Pour moi qui ai été pilote, ce comportement ne me paraissait pas rationnel. C'est quoi ce bazar? Malcolm Brenner, le spécialiste du facteur humain, cherche des preuves sur la bande de l'enregistreur phonique. C'est pas vrai. Le microphone était juste devant leur bouche et on entendait leur respiration comme si on y était. Je vois le flux d'éjection. Les enregistrements indiquent que les problèmes du vol 427 sont apparus au moment où l'avion a traversé les turbulences de sillage du 727 de Delta Airlines qui se trouvait devant eux. Ils sont surpris par les turbulences. Je vois le flux d'éjection. L'OPL interrompt la fin de sa phrase et les deux hommes n'en parlent plus. Ils se concentrent car il vient de se passer quelque chose. Puis le commandant dit « Mince, mince ». C'était un vol vraiment sans histoire, puis il y a eu une secousse qu'ils n'avaient pas anticipée. À ce moment-là, ils ont repris les commandes et actionné la gouverne. Mince. Sur l'enregistreur phonique, on entend même la secousse. Et à ce moment-là, Malcolm Brenner perçoit quelque chose d'inhabituel. L'officier pilote de ligne Chuck Emmett émet comme un grognement. Ce grognement est inhabituel. Les commandes sont conçues pour qu'on n'ait pas à forcer en les actionnant. Donc, ce comportement est clairement le signe qu'il y a une urgence. En mettant en parallèle les données de l'enregistreur de paramètres et les voix des pilotes, Brenner établit que le grognement commence une fraction de seconde après que Chuck Emmett a appuyé sur la pédale de la gouverne et 3 à 4 secondes après que l'appareil a traversé le sillage de l'autre avion. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang! À elles seules, les bandes de l'enregistreur phonique ne prouvent pas grand-chose, mais il semble évident que l'équipage ne voulait pas faire volontairement plonger l'avion. Un événement a pris par surprise les deux hommes. Ils ont réagi le plus vite possible, mais aucune de leurs manœuvres ne semble avoir eu d'effet. C'est quoi ce bazar? Près de 2 ans après l'accident du vol 427, l'enquête est dans l'impasse. Les deux Boeing 737 ont été accidentés dans des circonstances très similaires, mais le NTSB ignore toujours pourquoi. Nous nous sentions impuissants et les mois devenaient des années. Qu'est-ce qui nous échappait? Ça a pesé sur leur vie privée. Ils faisaient des heures sup. Ils y pensaient sans arrêt. On était face à un avion dont le bilan de sécurité était incroyable. Depuis 30 ans, on savait que c'était un avion excellent. Et voilà qu'on essayait de prouver que le meilleur élève de la classe avait un problème. À l'évidence, ça obsédait Tom Hauter. Il en a même fait un cauchemar. Il se voyait devant une commission du Congrès sous un feu roulant de questions après un 3e accident de 737. Et dans son rêve, un membre du Congrès demandait à Tom « Pourquoi ne pas avoir interdit de vol tous les 737 ?» Ne sachant plus où chercher, et les pistes étant désormais trop anciennes, les enquêteurs ont besoin d'un élément nouveau. Eastwind 517, autorisé à atterrir. Le 9 juin 1996 se produit un événement qui va les aider. Le commandant Bishop a entamé son approche finale vers Richmond, en Virginie, lorsque, sans prévenir, son avion roule brutalement sur la droite. Sans en connaître l'ampleur, on savait que c'était un problème de gouverne. J'ai tourné le manche en sens inverse et j'ai appuyé sur la pédale de la gouverne, mais la pédale n'a pas bougé.
Pendant plus de 30 secondes, le 737 reste dangereusement couché sur sa droite et Brian Bishop essaie de l'empêcher de basculer. Soudain, la force mystérieuse qui bloque l'avion cesse et les ailes se remettent à l'horizontale. En quelques secondes, ça s'est arrêté et tout est redevenu normal. On a vérifié la checklist, mais presque avant que je puisse finir, il y a eu un grand boom. Le 737 bascule à nouveau sur le flanc. Pendant 30 secondes cauchemardesques, l'avion n'en fait qu'à sa tête. Puis, encore une fois, aussi vite qu'il a commencé, le basculement s'arrête. Là, j'ai regardé le copilote et je lui ai dit « Déclare une urgence. Signale un problème de commande de vol. » Alors que l'avion ralentit pour atterrir, le risque augmente. En effet, en cas de troisième basculement, la vitesse R sera trop réduite pour rétablir l'appareil. À un moment, j'ai dit à mon copilote de regarder par la fenêtre et de trouver un point sombre. Il faisait nuit et je voulais éviter un quartier résidentiel ou une zone habitée. Très calmement, il m'a dit qu'il en avait repéré un. Heureusement, le phénomène ne se reproduira pas une troisième fois. Brian Bishop se pose à grande vitesse, mais en toute sécurité. Une fois sur la piste, j'ai senti que mes jambes flageolaient. On a conduit l'avion jusqu'à la porte de débarquement et j'ai voulu expliquer aux passagers par le haut-parleur de la cabine ce qui venait d'arriver. Mais en prenant le micro, j'ai compris que je n'avais rien à dire pour atténuer le choc. Pour la première fois depuis longtemps, je ne trouvais pas les mots. Donc j'ai raccroché le micro. Brian Bishop retrouvera pourtant vite la parole. Dès le lendemain, une équipe d'enquêteurs arrive à Richmond. L'enregistreur de paramètres et l'avion étaient en bon état. Et l'appareil n'a pour ainsi dire pas bougé avant qu'on arrive. Il y avait beaucoup de personnel de la FAA et du NTSB et tous tenaient absolument à nous parler. Ça a permis au NTSB de faire un grand pas, car les enquêteurs avaient un 737 qui avait eu un problème de gouverne mais qui était intact, et un pilote qui pouvait décrire l'incident. Ils étaient surtout contents d'avoir l'avion. Le 737 leur donnait plus de possibilités de recherche que moi. Rapidement, les enquêteurs établissent que ce qui s'est passé à bord du vol Eastwind est similaire à ce qui a eu lieu à bord des vols 585 et 427. S'ils parviennent à comprendre pourquoi ce 737 a basculé, ils élucideront peut-être les deux accidents qui restent pour l'heure indéterminés. Quand on leur a demandé ce qui s'était passé, ils ont dit « Il y a eu un problème avec la pédale de la gouverne. Elle ne s'enfonçait plus. J'étais debout dessus, mais je ne pouvais pas l'enfoncer. » C'est dingue. Suite au témoignage de Brian Bishop, les enquêteurs se penchent sur les commandes de la gouverne du 737 d'Eastwind. Le bloc de commande est retiré, inspecté et testé. Encore et encore. Mais à l'étonnement général, il fonctionne parfaitement. On a testé cet avion qui semblait intact. On a fait énormément d'essais en vol et il les a tous réussis. Après 5 ans d'enquête, malgré ce troisième problème de gouverne et le témoignage de l'équipage, Tom Hauter est de retour à la case départ. Il décide pourtant d'interroger encore un peu plus son suspect numéro 1, les commandes de la gouverne du vol 427.
Quelqu'un a évoqué un test qu'il avait fait à l'armée, un test de choc thermique. Lorsque le vérin était très froid et qu'il y circulait un liquide hydraulique très chaud, ça suscitait des réactions bizarres. On a donc organisé un test de choc thermique et on a vraiment fait les choses à fond. Le 26 août 1996, en Californie, les enquêteurs du NTSB se réunissent pour assister à la mise à l'épreuve du bloc de commande du Boeing du vol USR 427. Après avoir été refroidi dans de la glace, le bloc est vaporisé à l'azote pour simuler la température d'environ moins 40 degrés qui règne à 10 000 mètres d'altitude. On y injecte ensuite un liquide hydraulique bouillant et on actionne les commandes. On était là, on écoutait le vérin aller et venir, gauche-droite, gauche-droite. Et il s'est arrêté, sans qu'on lui demande. Il est bloqué. Il s'est complètement arrêté, regarde. Greg Phillips, le spécialiste système, demande qu'on démonte la servo-valve et qu'on y cherche des éraflures. Mais il n'y en a aucune. Regardez-moi ça. Ça ne laisse aucune trace. C'est une avancée décisive. Ces hommes ont prouvé que la servo-valve qui contrôle la gouverne peut se bloquer sans laisser le moindre indice. Tom Hauter et son équipe ont fini par trouver l'élément qui avait provoqué les deux catastrophes sur lesquelles ils enquêtaient en vain depuis de longs mois. Cette découverte laisse les experts pantois, mais une autre, tout aussi effrayante, les attend. Nous sommes le 15 octobre 1996. Depuis 5 ans, le NTSB s'efforce de résoudre son affaire la plus épineuse. 2 accidents différents présentent des similitudes troublantes. L'accident du vol United Airlines 585 a tué 25 personnes. 3 ans plus tard, le vol USR 427 a coûté la vie à 132 autres personnes. Après avoir examiné des centaines d'indices, les enquêteurs ont enfin découvert ce qu'ils cherchaient. L'essai du choc thermique leur a permis de constater que dans certaines circonstances, la pièce qui actionne la gouverne du Boeing 737 peut se bloquer. Il est bloqué. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. La découverte la plus importante est venue d'un ingénieur de chez Boeing qui a examiné les données de cet essai. Il a constaté que la servo-valve, à ce moment-là, se mettait à fonctionner à l'envers. Cette révélation fait l'effet d'un coup de tonnerre. Non seulement la servo-valve peut se bloquer, mais elle peut aussi inverser son fonctionnement. Cela signifie qu'à chaque fois qu'un pilote tente de corriger le roulis en actionnant la gouverne, celle-ci risque de tourner dans la direction inverse, aggravant encore la situation. C'est comme si vous tourniez le volant de votre voiture à droite et qu'elle aille à gauche. Et le temps de comprendre ce qui se passe, vous êtes sorti de la route. C'est ce à quoi les pilotes ont dû faire face. C'était tellement inhabituel qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait. C'est quoi ce bazar? Les enquêteurs avaient désormais la preuve que la servo-valve pouvait non seulement se bloquer, mais également fonctionner à l'envers. 427, Mayday! Ça expliquait pourquoi le copilote Chuck Emmett continuait d'appuyer sur la pédale de la gouverne. Il se disait, pourquoi l'avion ne vire-t-il pas à droite? Il le sentait aller à gauche. Jusqu'au bout, Chuck Emmett a appuyé aussi fort qu'il pouvait, espérant que la gouverne de direction lui permettrait de sortir de la vrille mortelle. Il ne pouvait se douter que sa manœuvre ne faisait que précipiter les choses.
Colorado Springs, c'est le mal de l'air assuré. PNC, préparez l'atterrissage. Après avoir élucidé le mystère de l'accident du vol USR 427, les enquêteurs du NTSB reprennent le dossier United Airlines 585. Gain de 10 nœuds. On a repris le dossier de Colorado Springs pour voir ce que le commandant avait fait. Il est près du sol. Après le basculement soudain, il actionne légèrement la pédale de la gouverne, mais ce mouvement repousse violemment sa jambe. On se retourne! Volez à 15! 15! L'inversion de la gouverne colle tout à fait avec ce que je sais de cet équipage. Si on appliquait le schéma de cette panne, ça correspondait exactement aux données de l'enregistreur de paramètres des deux avions. On avait donc bien plus de renseignements concernant le vol 585. Et on a réécrit le rapport d'accident. Moins de 10 secondes se sont écoulées entre le blocage inversé de la gouverne et l'impact au sol. L'équipage n'avait aucune chance de sauver l'avion et ses passagers. Suite à la conclusion de ces enquêtes, des changements sont apportés pour améliorer la sécurité du Boeing 737 et de l'ensemble du transport aérien. De nouvelles procédures de formation sont définies pour aider les pilotes à réagir aux événements inhabituels. Les pilotes de 737 apprennent à gérer les braquages et les inversions de la gouverne. Dans le cas du vol USR 585, si l'équipage avait eu les renseignements dont nous disposons aujourd'hui, je crois qu'il aurait atterri en toute sécurité. La FAA, l'autorité américaine de l'aviation civile, impose à Boeing de revoir la conception de la servovalve afin d'éliminer tout risque d'inversion de fonctionnement. L'avionneur investit des centaines de millions d'euros pour remplacer cette pièce sur des milliers de 737 à travers le monde. Au NTSB, on n'aime pas les accidents dont la cause est indéterminée car on ne peut pas proposer des changements pour améliorer la sécurité. Mais après ces deux-là, on a eu une flotte de 737 nettement plus sûre. Il aura fallu 10 ans aux ferrailleurs du NTSB pour résoudre le mystère de ces deux catastrophes, dans ce qui reste à ce jour l'enquête la plus longue de l'histoire de l'aviation. Certains professionnels, aujourd'hui encore, ne sont toujours pas convaincus que le NTSB a trouvé la cause. Mais je suis persuadé, après en avoir discuté avec des pilotes, des ingénieurs, des gens de chez Boeing, et après avoir passé beaucoup de temps avec les enquêteurs, qu'ils ont vu juste. Depuis le remplacement des servovalves de tous les Boeing 737, l'avion le plus vendu au monde et le plus rentable n'a plus jamais eu d'accident de ce genre.